Bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle Meilleur, alias la DG d'Alias Entrepreneur, qui est un OBNL dont la mission consiste à produire et diffuser du contenu pour éduquer et motiver les entrepreneurs de partout au Québec. Alias, c'est aussi un organisme qui organise différentes occasions de réseautage, que ce soit en virtuel ou en présentiel. On offre des midi-webinaires aussi. Donc, je vous invite vraiment à visiter aliasentrepreneur.com pour être à l'affût de toutes les activités de formation ou de réseautage qui s'offrent à vous pour vous permettre de briser votre isolement et d'accroître votre potentiel entrepreneur. Comme on est un OBNL, je pourrais passer sous silence la contribution de nos partenaires financiers. J'aimerais donc remercier le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, qui est vraiment important si jamais vous vivez des difficultés en tant qu'entrepreneur, ainsi qu'InfoBref, qui est vraiment l'infolettre à avoir si vous abonnez à InfoBref, en fait, pour avoir l'actualité en moins de 5 minutes à tous les jours. Ils ont également un balado qui est super intéressant là, pour être à jour sur ce qui se passe dans le monde. Donc, cette semaine, on va parler, en fait, de la gestion de crise et de la réputation pour une entreprise. C'est un sujet auquel vous n'avez peut-être jamais pensé, mais qui, ô combien, est essentiel. J'ai la chance d'avoir Jean-Luc Doumont avec moi. Merci, Jean-Luc, d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait grand plaisir, Isabelle. Donc, en fait, c'est toi qui es venu vers moi pour me parler de ce sujet-là. Puis pour l'avoir vécu, je vous en parlerai un petit peu plus tard, là, mais pour avoir vécu une situation médiatique dans mon parcours d'entrepreneur, ça faisait tellement de sens que tu me proposes comme sujet. Donc, déjà, merci. Ça fait plaisir. D'aborder ce sujet. Donc, pour nous permettre un petit peu de te connaître, t'es qui, toi, Jean-Luc, parce que tu as beaucoup de chapeaux. Peux-tu nous parler de toi un petit peu, puis de ce que tu fais là, dans la vie? Tu peux nous parler de tes différents chapeaux. Mes différents chapeaux? Oui, vas-y. Donc, moi, je suis un ancien journaliste. Puis, en étant journaliste, j'ai toujours porté une attention aux nouvelles technologies. Ça a toujours été, écoute, moi, je me souviens, j'avais 15 ans, je rêvais d'être journaliste et je lisais déjà les PC magazines, Okay. les magazines où on disait les nouveaux Windows vont sortir et tout ça, donc ça m'intéressait. Puis après, moi, j'ai bifurqué à cause d'un premier amour au niveau des communications. Là, j'ai été journaliste, mais j'ai toujours eu à l'idée de les communications, les TI, tout ça m'ont toujours intéressé. Puis après, avec Québecor, moi, j'ai été rédacteur en chef et tout ça. Journal économique aussi, où on a lancé le premier site économique 24 heures en ligne. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc j'étais très heureux. Puis après, j'ai été aux communications d'une entreprise en TI. Okay. Puis est arrivé à un moment donné, 2020. Un petit événement. Un petit événement que tout le monde a connu. Et là, j'ai été, on va dire, à la croisée des chemins, 46 ans. J'avais 46 ans. Et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai décidé de me lancer en affaires. Pour certains, ça peut paraître tard. Mais moi, j'ai eu l'appel, on va dire, sur le tard de me lancer comme ça en affaires. Puis là, j'ai dit, ce qu'on me demandait beaucoup, c'est, écoute, il y en a une gestion de crise, il faut que tu nous aides. Il faut parler aux médias. Comment qu'on parle aux médias? Tout. Donc là, j'ai dit, OK, je crée mon entreprise en relations publiques, gestion de crise, gestion de réputation pour les entreprises, dont le but est vraiment de... Moi, je suis un peu le gardien de la réputation des entrepreneurs et de leur entreprise pour pas qu'il y ait des effets néfastes, mauvaise publicité qui se disent autant sur les réseaux sociaux que sur les médias. Oui, c'est vraiment précieux le travail que tu fais pour eux et pour nous. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va venir parler, comme je disais, c'est de la gestion de crise, de la réputation. Peux-tu nous définir un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qu'une gestion de crise, puis qu'est-ce qu'on parle comme réputation? Peux-tu nous donner une petite définition un peu plus qu'on rentre dans le sujet? Le truc vraiment de base, il y a une entreprise qui, à 3 heures au matin, se fait cyberattaquer. Il y a un crypto-locker qui est arrivé sur les serveurs, plus accès à rien. Là, c'est... Les employés n'ont plus accès à l'ordinateur, plus de compte en banque, plus de logiciel, plus de comptabilité, plus rien. L'entreprise est perdue. Là, il manque une rançon. Donc, moi, je viens aider l'équipe technique au niveau... moi, je m'occupe des communications. Je suis chef d'orchestre. Moi, je prends ça un peu... J'aime dire ce rôle-là de chef d'orchestre chez une cellule de crise. Donc là, je regarde qui qu'on met autour de la table. Et en plus, après... il y a tout le côté informatique que les experts en informaticiens et tout ça commencent à gérer. Puis là, ils me disent, c'est quoi qui est arrivé? Et là, on a juste
pour comment parler aux employés quand ils vont rentrer à 8 heures au matin. Ils n'ont plus accès à rien. Là, ils vont se poser des questions. Est-ce que mes données ont été volées? Est-ce qu'ils sont partis avec mes signatures? On ne sait pas qu'est-ce qui peut se trouver sur un serveur. Donc là, il y a plein de questions. Comment parler aussi aux médias s'ils viennent à l'apprendre? Comment parler aussi aux bailleurs de fonds? Parce que c'est les premiers aussi. Il ne faut pas qu'ils apprennent ça par les médias. Donc, il faut les prévenir. Donc, moi, je viens vraiment orchestrer ça avec toute l'équipe autour de la table. Puis, ce n'est pas du marketing, la gestion de crise. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment de la réputation. Ça veut dire, il ne faut pas que l'événement qui est arrivé dans l'entreprise devienne quelque chose d'incontrôlable. Il faut contrôler autant le discours comme l'équipe technique est en train de contrôler tout le service informatique. Non, tout à fait. Effectivement, c'est important d'y penser avant pour être prêt quand ça arrive. Donc, je vous dis aujourd'hui, vous allez avoir des réflexions à avoir puis à entamer. Donc, je nous souhaite à tous de repartir avec un petit bagage suite à ça puis des devoirs, en fait. Là. Puis pourquoi c'est crucial pour une entreprise de faire face? On le dit, il faut le faire en amont, mais à quel point c'est nécessaire de le faire? C'est quoi la différence de le préparer avant? Il y a 5 ans, les pirates, ça a beaucoup changé. Les pirates, à l'époque, il y a 5 ans, c'est pas lointain, là. Ils attaquaient une organisation, une ville, une entreprise, un commerce, parce qu'ils représentaient quelque chose. Donc, parce qu'ils ont sorti dans les médias, parce qu'ils étaient trop visibles. Là, ils les attaquaient, ils ciblaient la cyberattaque. Aujourd'hui, ils attaquent tout le monde. C'est vraiment, que ce soit un dépanneur, que ce soit une petite entreprise, une petite entreprise, même des grandes entreprises, ils attaquent tout le monde. Ils font seulement regarder où il y a des brèches de sécurité, ils pénètrent, ils mettent leur virus, CryptoLocker et tout ça, et des fois, ça prend 6 mois avant que ça se réveille. Okay. Donc, des fois, vous recevez un courriel. Tiens, visite ma photo pendant les vacances. On ouvre, puis oui, il y a une photo. Mais en arrière, il y a un petit point exécutable qui s'installe. Puis tout ce que le dirigeant ou l'administrateur système, le sysadmin qu'on appelle, tape au clavier, le pirate reçoit une copie. Donc, après 6 mois, il a tous les mots de passe. Il a beaucoup d'informations. Il peut rentrer n'importe quand dans le système informatique de la personne. Puis là, il passe à l'attaque, puis c'est des demandes de rançon. Moi, j'en ai vu à 1,4 million. Okay. Puis, il y a même maintenant des négociateurs de pirates. Il y en a 5 au Canada. Il y en a un qui habite Montréal, qui, lui, négocie avec le pirate pour diminuer la rançon. Puis, dans ce cas-là, on a réussi quand même à avoir un 800 000 en moins. Okay. Ça a été vraiment des grosses négociations. Mais il y a même ce genre maintenant de métier qui est peu connu, qui s'est développé, c'est des négociateurs de pirates. OK. Intéressant, malheureusement, de savoir ça. Là, on parle de crise plus informatique, de piratage de nos données. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de crises auxquelles tu as déjà vu, auxquelles on pourrait penser pour une entreprise? Ben, une gestion de réputation, malheureusement, il y a des choses auxquelles l'entreprise ne peut pas se préparer. Par exemple, ils ont un employé, puis il produit un acte un matin, un acte de féminicide ou quelque chose comme ça. L'employé est très gentil, jamais un coup de colère, puis il fait un geste irréparable. Puis l'entreprise est plongée dans une crise où ça touche les employés, les clients, ça touche tout le monde, puis là, c'est une gestion de réputation. Donc là, il faut intervenir. Ce n'est pas du tout informatique, c'est la réputation. Ça peut être aussi une entreprise qui est malmenée par les médias, par exemple, parce qu'ils ont sorti un article dans les journaux. Ça peut être aussi un employé qui a commis un acte, on va dire, bizarroïde, qui est devant la justice, auquel l'entreprise peut faire face pour dire, oui, mais c'est un de tes employés. Donc, il y a une gestion de réputation à faire aussi. Non, effectivement. Des fois, il y a les produits aussi, on peut avoir un rappel, puis les gens s'en servent.
Tu sais, je peux surfer un petit peu sur l'exemple des employés. En fait, je l'ai vécu, moi, ça dans mon entreprise, d'avoir. C'était ma top employée en plus, donc c'était vraiment quelqu'un c'était notre meilleur, faisait vraiment des grandes choses, mais qui a eu des problèmes au niveau judiciaire, qui avait des problèmes au niveau de sa santé mentale aussi, ce qu'on ne pouvait pas savoir dans ce qu'on voyait, parce que bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'informations, mais ça a été pour nous une grande crise, puis j'étais dépourvue au moment où c'est arrivé. C'est sorti dans les journaux, dans les médias, ce qu'elle avait fait. Mes compétiteurs s'en sont servis contre nous. Donc là, c'était une belle opportunité de venir salir un peu, essayer de salir Ouais. un peu la réputation de notre entreprise. Donc, ça a donné beaucoup de, 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 de de jus aux gens pour essayer d'atteindre. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai été sensibilisée dans ma carrière ou dans mon parcours d'entrepreneur sur un événement auquel on ne s'attend pas, d'une personne auquel je ne me serais jamais attendue non plus. Puis j'avais fait mes devoirs de recrutement, d'être vigilante, mais des fois, il y a des choses sur lesquelles on ne contrôle pas. Puis à ce moment-là, je ne savais pas comment communiquer. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je réponds à chaque personne? Est-ce que, tu sais, donc c'est un peu ça qu'on va discuter ensemble sur qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, parce que c'est. Nous, en plus, on était à l'autre bout du monde. On était au Maroc quand c'est arrivé. On n'était même pas sur le même fuseau horaire. Donc, ça a été catastrophique là, comme pour nous. Finalement, on s'en est bien sorti. Notre réputation, on a pu la retravailler, mais je veux vraiment faire un point d'ancrage sur le fait qu'on ne sait jamais quand ça peut arriver. Puis des fois, c'est un produit, un service, un client insatisfait qui pourrait peut-être partir, puis tomber en croisade contre nous parce qu'il est fâché pour X raisons. Donc, puis des fois, ça peut être du piratage informatique, des fuites de données qui pourraient arriver aussi. Donc, c'est super important. Puis aujourd'hui, avec tout ce qui est de TikTok, Instagram, détruire une entreprise sur les réseaux sociaux, c'est très rapide. Ça part en vrille en 1 heure. Ça peut avoir des dommages incroyables. Juste une mauvaise expérience, ça devient viral, c'est partagé, c'est commenté. Puis, à un moment donné, ça devient, pour la personne qui subit ça, ça devient complètement incontrôlable. Effectivement. Puis, il faut prendre les mesures pour regarder comment on peut corriger ça. Puis, il n'y a pas de recette miracle parce que toute crise est différente. Ça, il faut quand même le dire. Là. Si jamais il y a une personne qui arrive dans un bureau et qui dit « Moi, dans 2 heures, ta crise, c'est fini », mettez-la dehors. Mettez-la dehors. Chaque crise est différente parce que ça a des impacts différents. Les clients sont différents. On ne sait pas comment ça va évoluer. C'est pour ça qu'il faut suivre l'évolution de la crise heure par heure. Puis des fois, c'est même à la demi-heure près parce que ça peut avoir des impacts complètement très préjudiciables. Dévastateur, effectivement. Puis, exemple, on veut se préparer. Tu sais, là, on a donné plein d'exemples. Tout le monde est anxieux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, on ne peut pas tout prévoir, bien sûr. Hein? On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais comment on fait pour justement se donner des outils, peut-être un plan de communication d'urgence, tu sais, ou qu'est-ce que ça doit contenir? Comment on fait là, pour aujourd'hui se dire, OK, je veux me préparer à faire face à une crise quelconque. Qu'est-ce que je fais? Bien, en premier, c'est de savoir qui on met autour de la table. Moi, ce que je fais, c'est des simulations. Donc, c'est toujours dans un but de prévention. Donc, je regarde avec le dirigeant, c'est qui les personnes qui composent ton équipe. Puis, on va prendre la personne au TI. Est-ce qu'il y a une personne en communication, marketing? On va la prendre. On regarde, on fait un petit cercle. Puis après, on fait une simulation. Puis là, il est peut-être jeudi, 9 h au matin. Il y a tel événement, on réagit comment? Puis là, on fait une simulation. Puis là, il faut avoir un plan de communication. Ça veut dire des lignes directrices pour dire dans telle chose, voici comment on réagit. Est-ce qu'on la façon qu'on parle aux employés? Très important, c'est eux qui vont être un peu le porte-voix de l'entreprise. Parce que moi, je dis souvent, il y a un cancer caché dans les entreprises qui sont les discussions sur l'oreiller. De là, vous arrivez, puis vous êtes sur l'oreiller avec votre blonde, votre chum, puis là, c'est comment ça a été ta journée, et là, vous commencez à déballer tout ce qui s'est passé durant la journée, mais vous ne savez pas à qui la personne va aller le raconter une fois au travail. Donc, là, c'est des rumeurs qui commencent à s'enchaîner. On ne peut pas empêcher ça, c'est normal, mais c'est de comment parler aux employés, comment les rassurer, puis aussi comment ils vont rassurer les clients si jamais ils posent des questions. Puis est-ce qu'il faut une ligne d'urgence pour les clients qui vont poser des questions?
Là, on fait comme des petits scénarios. Mm. Puis là, on se prépare, puis on répète. Ça va même jusque, moi, comme je suis un ancien journaliste, je prends la personne, le porte-parole ou le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise et je rejoue mon jeu de Oui. journaliste méchant. Et là, je pose des questions, puis à cette question-là, comment tu réponds? Puis là, il me répond. Et là, je dis, on va la retravailler différemment. Puis là, je lui dis, n'oublie pas qu'un journaliste peut poser la même question de 3 façons différentes pour voir si tu dis la même chose. Donc là, on répète les choses. Puis là, ça devient une mécanique qui comprend. Puis souvent, je le prépare au pire. Puis à 95%, ils reviennent vers moi après, puis ils disent, bah finalement, c'était pas si compliqué. C'est parce qu'ils étaient bien préparés. OK. De se faire des scénarios, je trouve ça intéressant. Donc, on s'assoit avec l'équipe ou les gens responsables, puis on imagine des pépins qui pourraient arriver. Je trouve ça intéressant. Donc, effectivement, comme on fait avec les clients, puis c'est vrai que vos employés, ceux qui ont des équipes de travers, même si c'est une toute petite équipe, ces gens-là sont vos porte-parole aussi. Donc, il faut les mettre dans la loupe ou dans le processus rapidement pour qu'ils soient informés et qu'ils sachent quoi dire, qu'est-ce qu'on fait avec la situation, qu'est-ce qu'on répond, effectivement, s'il y a des médias ou autres. Puis c'est d'avoir toujours un œil, quelqu'un dans l'équipe de votre cellule de crise doit avoir au moins une personne externe qui va avoir un œil différent, pas avoir le nez day-to-day dans les affaires de l'entreprise. Donc, un œil externe, c'est pour ça bien souvent qu'ils font appel à mes services, pour justement, est-ce qu'on est correct de la façon qu'on agit ou pas du tout? Okay. Donc là, je les corrige, mais je les réaligne pour justement que le discours soit bien assimilé, puis qu'il parle à meilleure compréhension, parce qu'on est dans une époque, il ne faut pas l'oublier, de transparence. Il y a 10 ans, on disait, même 5 ans, on ne fera aucun commentaire. Le fameux no comment, on l'a entendu bien souvent. Aujourd'hui, on fait ça. On joue avec la réputation de l'entreprise. Puis, il faut aussi regarder avec les cyberassurances que les entreprises ont, pour ceux qui en ont une. Ils arrivent bien souvent avec des avocats ou un avocat qui va dire, nous, on s'occupe de tout. Sauf que l'avocat pose des questions d'avocat, mais il ne sait pas gérer les médias. Puis en plus, bien souvent, ces cyberassurances-là, ces cyberassureurs sont à Toronto, Montréal. Donc, ils réagissent avec le média qu'on habite en région, par exemple. C'est la même chose qu'à Montréal. C'est 2 réalités différentes. Moi, j'ai dit une fois à un client, j'ai dit, il y a combien de chances qu'à Montréal, tu tombes sur Patrick Lagacé qui fait ses commissions chez GA? Il m'a dit, jamais. Tu vas en région, tu vas faire tes commissions, tu tombes sur le journaliste local qui fait ses commissions avec la famille, parce que tout le monde se connaît. Donc, c'est une autre réalité. Donc, ça met en jeu la réalité et la réputation de l'entreprise. Si jamais on agit de faire, on ne fera aucun commentaire. Non, on joue avec la réputation de l'entreprise. Donc, il faut l'adresser. Donc, si je surfe un petit peu sur ce que tu nous dis, il m'arrive un événement, que ce soit une fuite de données, une cyberattaque, un client qui est parti, bon, les médias s'en emparent parce qu'on sait, surtout en région, je pense que c'est encore pire, là, tout le monde se connaît, tout le monde sait tout, là, ça va vite. Ça va plus vite que nous, là, des fois. Un média nous contacte, un journaliste nous appelle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on, là, je comprends qu'on ne peut pas ne pas répondre. Est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on est 100% transparent? Ce serait quoi un plan de match de base là, si rapidement, je n'ai pas eu le temps de me tourner vers quelqu'un comme toi qui fait le travail, là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est d'être transparent, mais sans pour cela s'incriminer non plus. Okay. De dire, si jamais il y a eu une fuite de données, tout ça, oui, on a été au courant qu'il y a une fuite de données, mais nous regardons actuellement c'est quoi l'étendue de l'ampleur. Puis on va revenir vers vous dans les prochaines heures et tout ça. Mais c'est pas faire, oh, il ne s'est rien passé, on ne veut pas vous parler. C'est au moins de reconnaître un peu si jamais il y a une faute de l'entreprise, de la reconnaître ou de dire, oui, on a été cyberattaqué, mais l'équipe technique est en train de regarder tout ça, puis on va communiquer avec vous lorsqu'il y aura des développements. C'est d'avoir au moins une ligne directrice pour dire, ce que vous dites, c'est faux. Non, il faut au moins l'assumer, tout le monde le sait. OK.
Puis est-ce qu'on est mieux de prendre une entrevue 1 à 1 avec le journaliste? Est-ce qu'on envoie un communiqué de presse? C'est quelle stratégie on devrait préconiser Ça, c'est là, au toujours... moment où on sait qu'il est arrivé quelque chose? Là, on se croise les doigts et on espère que personne ne le sait. On l'annonce avant. Qu'est-ce qu'on fait? Mais si on voit qu'il y a, moi je dis toujours, quand ça brasse pas trop, quand les gens ne le savent pas trop, on tient sa mot. OK. Puis, si jamais on voit qu'il y a 1 ou 2 appels des journalistes, ben là, on fait un communiqué de presse qu'on met sur les réseaux sociaux. Puis après, c'est toujours selon le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise, comment qu'elle se sent face à un média. Si c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler et qu'on sait qu'elle va perdre ses moyens ou que la personne va être en colère, on ne l'envoie pas aux médias. On ne l'envoie pas face aux médias. On lui dit, regarde, on envoie un communiqué de presse. Donc, c'est toujours de la psychologie à regarder là-dedans. C'est pour ça qu'il faut, moi, je fais beaucoup de psychanalyse avec l'entrepreneur parce que je me dis, c'est quoi les risques que ça s'aggrave parce qu'il sort dans les médias. Moi, je préfère quelqu'un qui est en contrôle du message pour la réputation, mais de regarder aussi, il ne faut pas qu'il s'incrimine trop pour dire, ouais, finalement, c'était notre faute. Non, dis pas ça. Il y a une façon de le dire. Oui, il y a un problème qui est arrivé sans pour cela s'incriminer soi-même. Parce que le journaliste, j'imagine, tu as été au bord de la chaise, tu l'as fait toi-même. Son travail, c'est de fouiller. De trouver une faille. C'est ça. Puis bien souvent, on pose une question, on pose 2 questions après plus relax, et on revient à la même question de la première. On revient à la première question, mais posée d'une autre façon pour voir si la personne va mordre en hameçon. C'est toutes des techniques à avoir. De se préparer à ça, effectivement, puis communiquer de presse, c'est ça. Mais la prévention, la gestion de crise, c'est un peu comme rouler en voiture. Quand vous roulez avec votre voiture, vous allez faire l'entretien. Donc, vous faites de la prévention pour qu'elle roule le plus longtemps possible. C'est la même chose avec l'entreprise. Il faut faire de la prévention, des simulations, pour que l'entreprise dure le plus longtemps possible. Comme ça, si jamais arrive quelque chose, bien, directement, on peut agir. Puis, plus qu'on fait une simulation 1 fois par année, bien, justement, on vient d'augmenter ses chances de passer plus vite à travers la crise. Puis des fois, je viens d'allumer, c'est effectivement de faire 1 fois par année, puis je me dis, ben c'est sûr, effectivement, les enjeux, des fois, évoluent, les risques évoluent aussi. Oui. Des fois, on peut se baser aussi dans notre industrie. Qu'est-ce que les autres ont vécu aussi? D'apprendre, je pense que d'apprendre des erreurs des autres ou de la malchance, malheureusement, des autres, de se l'appliquer à soi-même dans nos scénarios, ça peut nous aider à apprendre beaucoup là, ce qui sort dans l'actualité, essayer de vous dire si ça m'arrivait à moi, dans mon industrie à moi, comment je réagirais à ça, puis d'apprendre et d'avoir ce regard-là, là, effectivement. Puis l'important aussi, quand on fait de la prévention et des simulations, c'est de ne pas prendre les scénarios, on va dire, les plus modérés, les plus sages, les plus faciles. Les plus faciles à gérer. Ouais. Donc, on peut prendre pour débuter un scénario plus facile, mais de prendre, on va dire, des corsets. Vraiment, le plus pire qui peut arriver dans l'entreprise, c'est quoi? Puis de faire une vraie simulation là-dessus. Parce que c'est là où on va voir les choses, comment les gens vont réagir, le débat d'idées qu'il va avoir. Non, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Moi, je ferais ça comme ça. Il va y avoir, on va dire, un débat d'idées autour de la table où tout le monde, à la fin, vont dire, ben oui, tu as raison, on va aller dans ce champ-là. On va aller dans cette vision-là. Puis ça, c'est important d'avoir le consensus de tout le monde pour pas que lors d'une gestion de crise, qu'il y a une crise en interne, que tout le monde n'est pas d'accord avec le message qui est véhiculé. C'est effectivement pas le temps à ce moment-là de perdre ce temps-là. Je suis d'accord avec toi, là, effectivement. Puis ce que j'ai vécu moi aussi, puis c'est une réalité maintenant, tu disais tantôt, TikTok, ça va vite. Démolir une entreprise via les médias sociaux, c'est facile. Comment on gère ça si on est victime un peu d'une attaque sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on fait? Ou comment on peut, je ne sais pas, le prévenir? Ou comment on se prépare à ça? Ou qu'est-ce qu'on peut faire quand ça part? Bien, sur les réseaux sociaux, bien souvent, on l'apprend en même temps que tout le monde. Puis c'est vraiment la première chose, c'est d'engager quelqu'un qui va négocier avec la personne qui incrimine l'entreprise pour voir où
où ça blesse. Mm. Pourquoi qu'elle a sorti ça et puis c'est quoi qu'elle demande? Mm. Sais-tu? Parce que bien souvent, c'est elle veut un remboursement. Mm. Il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. OK. Puis c'est quoi qu'elle veut? Pourquoi qu'elle a sorti dans les médias alors que l'incident a lieu il y a 1 an, 2 ans? Moi, j'en ai vu après 5 ans, des fois, ils ressortent sur les médias sociaux. Euh, Ça arrive, malheureusement, ça arrive. Mm. Puis c'est de rentrer en communication avec la personne. Puis si la personne ne veut pas, puis qu'elle touche à l'intégrité de l'entreprise, ça peut aller avec des avocats, des mises en demeure pour diffamation, perte de réputation, tout ça, ça peut aller jusque-là. Mm. Aujourd'hui, les avocats envoient régulièrement des mises en demeure parce que sur les avis Google, les avis Facebook, il y a les gens qui écrivent n'importe quoi. Ouais. Puis ils sont là pour détruire l'entreprise. Donc, ils envoient des mises en demeure directement aux personnes concernées. Puis si je peux vous donner un conseil par le fait même, ça nous est arrivé, nous aussi, on vous surveillait ça. Il existe des logiciels dans lesquels on peut rentrer nos différents réseaux sociaux, où on peut entrer des mots-clés, donc le nom de votre entreprise, vous pouvez le taper. Puis dès qu'il y a un article qui sort ou qu'il y a une publication sur Internet qui sort avec votre entreprise, ça, je pense que tout le monde devrait faire ça aujourd'hui. Si vous trouvez un logiciel de surveillance du web, en fait, pour voir quand votre nom d'entreprise sort ou votre nom à vous, ou peu importe. Donc là, ça vous permet d'être à l'affût rapidement de ce qui peut se passer, puis peut-être de prévenir une dégringolade si on se rend compte qu'un compétiteur se met contre nous. Rapidement, on peut prendre effectivement le téléphone puis essayer de stopper l'hémorragie avant qu'il soit trop tard. Là. Mais c'est vraiment au niveau de la sécurité. On le voit aujourd'hui avec le gouvernement du Québec a mis en place la loi 25, la loi sur la protection des données personnelles. C'est la loi la moins sexy du Québec, il faut le dire. Oh oui, il y a quelque chose. Il faut le dire, c'est la loi où les entrepreneurs ils disent qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils n'ont pas reçu de lettres pour faire les différentes phases. Mais le septembre 2024, c'est dans quelques mois, le gouvernement du Québec s'attend que les entreprises, les organismes, les villes, les municipalités ont fait le travail de mettre un mécanisme en place pour protéger les données personnelles de leurs employés, des fournisseurs, de tout le monde. C'est aussi l'importance de ça. Moi, j'accompagne des clients. Puis c'est pour ça qu'il y a des entreprises à travers le Québec, moi, je pense, Télénet Communication, je pense à Coasec et tout ça, qui font appel à mes services. Gestion BSP aussi, qui font appel à mes services parce qu'ils ont compris l'importance des relations publiques, gestion de crise, mais aussi de la loi 25 au sein de l'entreprise. Donc, je travaille en collaboration avec eux, c'est des partenaires, puis avec qui on essaye de propager la bonne nouvelle et de mettre le maximum d'entreprises, on va dire, le plus légal possible pour les fuites de données. Effectivement, puis je pense que l'exercice de la loi 25 nous force aussi à le prévoir un peu, qu'est-ce qui arrive, ça force à prévoir, à être obligé d'être transparent lorsque ça arrive, comment on le gère, c'est un peu un petit plan de crise qu'on fait avec une fuite de données, en fait, là, cette loi-là, donc c'est déjà un premier pas vous devez le faire, oui. La loi 25, oui, si vous ne saviez pas. Puis si vous mettez votre comptabilité sur une clé USB le vendredi à 5 heures et que vous partez faire vos commissions avec la clé USB qui est laissée dans l'auto, il y a un problème de fuite de données. Et j'en vois beaucoup. Et j'en vois beaucoup qui font des copies de leur comptabilité sur une clé USB, puis elles traînent dans l'auto en fin de semaine. Puis des fois, ils s'en vont au chalet, ils vont à la chasse, puis les données sont traînées partout. Il y a un risque. Non, effectivement. Donc, ça, c'est un bel exercice, un beau premier exercice à accomplir, effectivement, dans notre prévision de gestion de crise. Là. La crise est arrivée, on doit passer au travers, on s'accompagne de gens compétents, on met en place notre plan d'action qu'on va avoir fait. Donc, mais là, c'est passé, on est dedans. Comment on fait après pour reconstruire la confiance après une crise? On sait que ça peut nous avoir affecté beaucoup, avoir atteint la réputation de notre organisation énormément. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? C'est fini? On tire sur la plug, puis ça va mourir? Ou... Non, bien souvent, on va regagner la réputation
c'est de redonner confiance. On va démontrer, par exemple, dans une fuite de données ou, par exemple, que ça a été une cyberattaque. Comme quoi que toutes les mesures maintenant mises en place sécurisent adéquatement, on va dire, toutes les données. Quand il y a eu des gestes avec la police et tout ça, ben là, on va dire, il y a eu des suivis psychologiques. Il y a vraiment, on va décortiquer vraiment tout ce qu'on a fait, mis en place pour montrer, regardez, on a apporté le maximum d'aide à nos employés, aux personnes, même au niveau de la famille, tout ça, parce que si c'est un employé, ils se connaissent entre eux. Donc, on vient apporter ce truc-là. Puis, bien souvent, maintenant, ils sont invités dans des balados pour expliquer comment ils ont traversé ça. Ils deviennent un peu des porte-parole de leur crise. Puis ils veulent démontrer aux autres personnes, regarde, ça peut arriver à tout le monde. Puis ça j'en vois beaucoup d'entreprises qui disent, ben moi, je vais sortir publiquement, puis comment je l'ai vécu, c'est quoi les impacts qu'on a eus, puis si mon expérience peut servir à quelqu'un d'autre, je vais le faire. Non, c'est super intéressant. Effectivement, on peut se servir de ce qui est arrivé pour le mettre à notre avantage aussi. C'est vraiment pertinent ce que tu nous dis, parce que quand ça nous arrive, ça sent bien la fin du monde, puis on a l'impression que ça finira jamais. Mais ça finit à un moment donné. Ça finit, il y a un dénouement, puis effectivement, de le partager, ça peut servir à refaire notre notoriété. Je trouve ça super intéressant comme conseil. Puis bien souvent, ça vient donner, ça vient court-circuiter bien des rumeurs. Ouais. Puis là, on vient regagner la confiance du public, puis encore une fois, on est dans une période, on est où ce qu'il faut de la transparence. Soyons transparents. Effectivement. Excellent. Donc, OK, si je fais un résumé, vous qui nous écoutez, aujourd'hui, ce qu'on fait, ben, on s'assoit avec notre équipe si on en a une. Si on est seul, ben, qu'est-ce qu'on fait si on est solopreneur? On fait soi-même? Si on est solopreneur, on va regarder, est-ce qu'on a une entreprise avec qui on fait affaire au niveau de l'informatique? Okay. Si oui, okay, on s'assoit avec la personne. Okay. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous aider dans les communications? Si oui, on peut lui demander de l'aide. Puis là, il n'y a pas besoin d'être 12 autour de la table. 3, 5, ça se gère très bien une crise. Okay. Tout seul, je déconseille. Non, c'est ça. 2, encore pire. Mais 3, 5, une cellule de crise se gère très bien à ce niveau-là. 3 à 5, n'importe quelle grandeur. OK. Fait que tout le monde devrait cette semaine là, réfléchir. Si vous êtes seul, qui dans votre entourage, puis effectivement, vous avez quelqu'un en comptabilité, vous avez quelqu'un probablement qui vous aide avec vos communications et tout ça. Donc, d'asseoir peut-être ces gens-là, puis d'avoir la discussion préventive. Qu'est-ce qui peut arriver? Oui, puis il y a même des entreprises qui me demandent des fois de faire des conférences au sein de leur entreprise ou donner des formations en gestion de crise pour vraiment les préparer qu'il y a un événement. Puis là, c'est pendant une journée, 2 jours, ça dépend ce qu'ils veulent comme séance de formation ou des conférences où j'explique différents cas, où je décortique pour leur expliquer voici comment ils se sont pris. Puis on vient vraiment collaborer parce qu'une gestion de crise, c'est de la collaboration avant avec toute l'équipe autour de la table. On travaille en collaboration. Puis il n'y a pas le boss, je dis souvent, la tête dirigeante n'est plus la tête dirigeante. C'est les 5 personnes sont les têtes dirigeantes de la cellule de crise qui vont passer à travers. C'est un travail de collaboration. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de directeur. On est tous dans le même bateau et on sort l'entreprise de la crise. Probablement que le directeur aussi ou le chef est beaucoup trop pris dans l'émotivité aussi pour être impartial. Moi, j'en ai à 3 heures au matin. Moi, souvent, je suis réveillé le vendredi vers 3 heures au matin quand il y a une cyberattaque parce que ça se passe en Europe, ils attaquent les États-Unis, donc il y a le décalage horaire. Ils sont en pleurs, ils paniquent. Moi, j'entends tout au téléphone. J'entends vraiment de tout. Puis, il y a une façon de parler pour les rassurer. Non, effectivement. Donc, d'asseoir des gens autour de nous pour réfléchir, de se faire des scénarios,
s'assurer que les gens savent quoi faire aussi à l'interne. Si vous avez une petite équipe, il y a quand même moyen de le faire à petite échelle aussi pour se préparer aux crises potentielles. J'ai envie de dire, regardez ce qui s'est passé dans l'actualité ou autour de vous dans votre marché. Clairement, si ça arrive aux autres, ça peut vous arriver à vous aussi. Oui. De faire vos plans, puis de suivre un peu, c'est ça. Ayez des outils de surveillance web du nom de votre entreprise pour être sûr que vous voyez rapidement ce qui se passe et que vous pouvez désamorcer aussi avant que la crise arrive. Et faire la loi 25. Ben oui. C'est déjà un bon début. Vous devriez l'avoir déjà fait. Mais faire finir votre processus, effectivement, de la loi 25, c'est vraiment essentiel. Ce serait un bon début. Effectivement. Oui, c'est un bon. Oui, parce qu'effectivement, il amène à avoir ces premières réflexions-là. Ça nous change vraiment la mentalité, la loi 25. J'aime ça quand tu dis qu'elle n'est pas sexy, mais donc bien nécessaire, effectivement. Elle est très, très nécessaire. Puis avec ce qui s'est passé, on l'a vu dans les médias avec les Desjardins et tout ça, il faut vraiment féliciter le gouvernement du Québec qui a mis ça en place parce que ça vient protéger les données. Parce qu'aujourd'hui, les données ont un prix. Avant la guerre, elle se faisait avec des armes. Oui, elle se fait encore avec des armes. Mais aujourd'hui, il y a une autre guerre qui existe. C'est la guerre avec l'informatique, les données. Les données ont un prix. Allez faire un tour sur le dark web. Non, mais merci de nous apporter cette réflexion-là, Jean-Luc, parce qu'elle est, comme je disais, elle fait une différence. Même si je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais d'avoir une crise, en fait, mais d'avoir déjà le réflexe, vous allez être prêt, vous allez être plus agile, puis n'oublions pas que quand ça arrive, on l'a dit tantôt, le dirigeant, l'entrepreneur, le chef de l'entreprise, c'est pas le meilleur pour prendre les décisions. Ça va devenir trouble autour de vous. C'est pas une période qui est facile. Ça finit par passer. Sachez vous entourer. Oui. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on retient. De bien vous entourer, puis de rester le plus calme possible. Puis c'est pour ça d'amener une personne externe qui va apporter justement ce calme, j'allais dire cette sagesse, mais d'avoir un regard externe à la situation pour justement être le chef d'orchestre de cette cellule de crise. Puis encore une fois, si une personne vous dit qu'elle peut régler la crise en 2 heures, ne la croyez pas, mettez ça dehors. Non, ben effectivement, je pense qu'on avait la discussion rapidement. Faites attention, surtout quand ça arrive, vous êtes vulnérable et tout ça. Une crise, ça ne se gère pas en 2 heures. Une crise a plusieurs volets. Vous allez avoir besoin peut-être d'un volet légal, d'un volet de communication avec les médias. C'est ta notion d'équipe. C'est une notion d'équipe et c'est évolutif. Des fois, il y a des crises qui peuvent se gérer en 4 heures, puis des fois, c'est en 2 semaines, 3 mois. Parce que des fois, moi, j'ai vu avec la GRC qui était appliquée là-dedans. Donc, il faut toujours regarder. Il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment, quand ça arrive, on agit. De l'avoir prévu d'avance va vous permettre d'agir efficacement. Prévention. Prévention, non, tout à fait. Je suis 200% d'accord. Bien, merci, Jean-Luc. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On n'a pas parlé énormément de toi, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? De collaborer toujours avec des partenaires qui voient mon entreprise comme pas un concurrent, mais comme un complément de leur service. Parce que moi, je travaille en collaboration avec les entreprises. Donc, c'est vraiment ça que je me souhaite, de continuer ces belles relations que j'ai. Puis, s'il y en a d'autres qui veulent agrandir le cercle qui s'en viennent, je suis toujours ouvert à écouter les entreprises, puis de continuer à donner des formations, des conférences pour justement sensibiliser les personnes à la gestion de réputation, gestion de crise, parce que c'est de plus en plus fréquent que ça va arriver. Effectivement, ton travail est précieux. J'essaye. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi.